Les États généraux de la santé ont démarré ce matin à Bamako. Pendant 3 jours, l'ensemble des acteurs feront le diagnostic des maux qui minent le secteur de la santé. Ces assises constituent une étape cruciale dans la refondation du système de santé au Mali. Le secteur privé a joué un rôle déterminant dans la résilience économique pendant les sanctions imposées à notre pays. Des propos du Premier ministre. Le général de division Abdoulaye Maïga a rencontré hier les organisations fêtières du secteur privé, un cadre d'échange qui vise à garantir une relance économique durable et une croissance soutenue. Fin du processus de privatisation de la CMDT. La compagnie malienne pour le développement des textiles devient désormais une seule entité. L'État malien est l'actionnaire principal avec 99,49% des actions, alors que Géocoton détient 0,51%. Dans la chronique judiciaire, Garibou Pérou s'intéresse à la procédure pénale. Elle désigne l'ensemble des règles et des étapes qui structurent la recherche, la poursuite et le jugement des auteurs d'infractions. Fidèles téléspectateurs de ORTM1, bonsoir et merci pour la confiance renouvelée. Je vous l'annonçais, le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a présidé ce matin l'ouverture des États généraux de la santé. Pendant 3 jours, l'ensemble des acteurs feront le diagnostic des maux qui minent le secteur de la santé. Pour le Premier ministre, ces assises s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration d'un système de solidarité nationale. Le reportage de Mamari Kone et de Aliou Touri. Forte mobilisation au Centre international des conférences de Bamako, CICB, lors de la cérémonie d'ouverture des États généraux de la santé au Mali. Les 500 participants venus de l'intérieur du pays et du district de Bamako ont 3 jours pour réfléchir et échanger en vue de construire un système de santé efficace et performant avec en ligne de mire le renouveau de la santé dans notre pays. La tenue des États généraux de la santé constitue donc un moment privilégié et une étape fondamentale dans la refondation de notre système de santé. Cet événement marque un tournant décisif dans notre quête collective d'un système de santé résilient, plus juste, plus équitable et plus humain. Notre santé est notre bien le plus précieux et c'est notre première richesse que nous devons de protéger par-devers tout, individuellement et collectivement. Elle est un pilier majeur du développement social, économique, environnemental de tout pays. Et la pandémie de la maladie à coronavirus, les épidémies d'Ebola et bien d'autres maladies dites de société nous les démontrent à suffisance. Comment contribuer à l'amélioration de l'état de santé et le bien-être de la population malienne en préconisant des solutions aux défis auxquels le système est confronté? Cette interrogation aura une réponse à travers le diagnostic du système de santé, les propositions de solutions concrètes et réalistes et l'élaboration d'un plan d'action avec un chronogramme réaliste de mise en œuvre des solutions proposées. Déjà, les attentes de la population sont fortement exprimées dans le film vidéo diffusé devant l'assistance. Lors du Conseil des ministres inaugural tenu le 27 novembre 2024, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a précisé en 8 points l'assise et les repères de la mission confiée au gouvernement. Parmi ces 8 points, l'amélioration de la couverture sanitaire et le développement d'un système de solidarité nationale figurent en bonne place. Les présents États généraux sur la santé s'inscrivent dans ce cadre. En effet, les États généraux constituent un cadre idéal permettant d'approfondir l'analyse de la situation et de discuter des orientations stratégiques en vue de la transformation de notre système de santé. C'est le lieu de rappeler que pendant des décennies, d'énormes efforts en faveur de la mise en œuvre des plans et politiques de santé ont été consentis par le gouvernement pour améliorer les indicateurs du secteur de la santé. Malgré ces efforts, les indicateurs restent en deçà malheureusement de nos attentes. Le système de santé actuel est confronté, nous le savons, à des défis qui sont entre autres liés à la qualité et à l'organisation des services de santé, au financement et à la gouvernance du secteur de la santé, et enfin aux impacts du changement climatique et aux déterminants de la santé. Au niveau du gouvernement, les attentes sont également grandes, ce qui explique d'ailleurs la présence massive des membres du gouvernement à la cérémonie d'ouverture. Les États généraux sur la santé permettront de garantir à tous les Maliens des services accessibles et des soins de santé de qualité. À cet effet,
Il est attendu des propositions concrètes visant l'amélioration de la performance du système de santé pour une réduction significative des taux de morbidité et de mortalité maternelle et infantile, la restauration de la confiance des usagers en leur système de santé, l'accessibilité de la population aux soins de santé de qualité et à moindre coût. Mesdames et messieurs, au cours de vos travaux, vous veillerez à prioriser les actions, à les assortir d'un chronogramme cohérent et bien budgétisé pour faciliter leur mise en œuvre. Les participants seront répartis dans 4 groupes autour de 4 thématiques que sont l'offre de soins et des services de qualité de santé, la gouvernance et la communication, les financements de la santé ainsi que les questions transversales. Dans l'organisation de ces états généraux de la santé, le gouvernement bénéficie du soutien de certains partenaires. Tous saluent l'initiative de ces assises. Ils insistent sur l'application diligente des recommandations qui seront formulées au cours des travaux. Le reportage de Koumba Sissé. La recherche des soins de santé performants en faveur de la population malienne est au cœur des états généraux de la santé, un espace au cours duquel l'avis de toutes les couches de la société compte pour relever le défi. Il y a 1686 associations de santé communautaire sur l'ensemble du territoire du Mali, dont 1638 sont fonctionnelles. Le CESCOM doit être viable. Doit avoir des qualités en termes de ressources humaines, en termes de ressources matérielles. La qualification doit être là. Des ASACO aux hôpitaux, en passant par les CESCOM et les CCRF, des améliorations doivent être faites à tous les niveaux. Il faut mettre l'accent sur la prévention. C'est que nous on a constaté, quand tu vas dans chaque structure sanitaire du Mali, tu trouveras que c'est plein de malades. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas prévu l'hygiène pour la prévention des maladies. Je pense que nous devons respecter les consignes données par les médecins et nous leur demandons de bien nous accueillir et nous sensibiliser davantage sur les choses qu'on ignore. Les avis sont certes divers, mais le but principal est d'avoir des soins de qualité accessibles pour tous et à moindre coût. Avec tous les progrès que nous avons eus, les défis restent énormes en matière de couverture sanitaire, en matière d'équipement, en matière de ressources humaines, et en matière de financement de la santé, en matière même de collaboration multisectorielle. Donc ce sont des questions constantes qui sont là, ce sont des défis qu'il faut forcément relever. Il est bon que de temps en temps, que les acteurs de la santé, pas seulement eux seuls, l'ensemble des composantes de la population malienne se retrouvent pour parler de la santé. J'étais là en 2015 pour les stages généraux en tant qu'expert pour analyser ces systèmes en 2015. Par la grâce de Dieu, nous sommes là aujourd'hui. Les problèmes posés en 2015 ont trouvé une part de solution. Il va de ça, en 2024, si on se réunit pour la même cause, il est important d'analyser, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que les stages généraux de 2015 ont permis de résoudre comme problème de santé et qu'est-ce qui reste à faire. Au Mali, il ne faut pas qu'on soit pessimiste, il y a beaucoup de choses qui marchent bien. Parce que la tentation aussi, souvent quand on fait des assises comme ça, on croit qu'il faut faire table rase et recommencer tout à zéro. Il y a des choses qui marchent, mais il y a des choses qu'on doit juste ajuster. Deuxième élément vraiment sur lequel je crois qu'on devra marteler aussi, c'est l'opérationnalisation du RAMU. Pour qu'effectivement le plus de monde possible, si au besoin tous les Maliens peuvent être en charge dans des régimes de protection sociale pour accéder aux soins de santé, on croit que ça sera une très très bonne chose. En ce moment historique pour une santé performante, pas de sujet tabou. Tout est permis pour diagnostiquer le problème afin de mettre la population malienne dans son droit à la santé. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a rencontré hier les présidents des fêtières du secteur privé. Un cadre d'échange qui a permis de discuter des problèmes auxquels le secteur est confronté afin de trouver des solutions pérennes pour asseoir une économie forte. Le chef du gouvernement a salué la résilience du secteur privé pendant les sanctions imposées au Mali. Le reportage de Mamari Koné et de Ali Outouri.
Les entretiens entre le Premier ministre, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation et le secteur privé ont porté essentiellement sur la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte. Troisième domaine de la lettre de cadrage du gouvernement. Lors de sa visite à la Chambre des commerces et d'industrie du Mali le 28 novembre dernier, le chef du gouvernement avait annoncé ses attentes vis-à-vis du secteur privé, conformément aux objectifs assignés à lui par le chef de l'État. D'entrée de jeu, l'assistance a eu droit à un exposé sur le rapport produit par la commission mixte État-secteur privé, mise en place au lendemain de cette visite à la Chambre des commerces et d'industrie du Mali. Ce rapport fait l'inventaire des actions à mettre en œuvre à court, à moyen et à long terme. Ça a été des débats francs pour trouver des solutions à court terme, très très court terme comme nous l'avons dit, qui peut vraiment faire que les populations vivront beaucoup plus sainement et moins cher. Maintenant, nous allons penser aux réformes à porter sur le moyen et le long terme. Et c'est toujours de bon augure si d'autres structures veulent se rejoindre à nous pour qu'on continue la réflexion dans ce sens. Et vraiment, nous sommes très fiers de ce premier débat. Le Premier ministre est convaincu que le gouvernement seul ne peut atteindre l'objectif assigné au point 3 de la lettre de cadrage du gouvernement. Il en a profité pour saluer le rôle déterminant joué par le secteur privé pendant l'embargo imposé à notre pays. Du troisième axe de la lettre de cadrage du chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, je le cite. En troisième lieu, je tiens particulièrement à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Aussi, je vous demande de continuer et de renforcer les actions dans le domaine économique pour jeter les bases d'un Mali émergent. Pour ce faire, vous accorderez une attention soutenue au secteur rural, au renforcement du tissu industriel, au développement des infrastructures énergétiques et de transport, ainsi qu'aux technologies de l'information et de la communication. Fin de citation. L'aide de cadrage destinée, bien entendu, au gouvernement. Vous savez que beaucoup de pragmatisme et beaucoup d'humilité, nous l'avons bien compris, le gouvernement seul n'a pas les moyens d'atteindre cet objectif. On ne peut le faire sans le concours du secteur privé. L'objectif ici, c'est recherché. C'est vraiment d'aller directement à un besoin prioritaire, c'est la satisfaction des besoins fondamentaux des populations, tel que cela a été mentionné dans la lettre de cadrage du chef de l'État. Mais cela ne veut pas non plus dire que vos doléances ne sont pas importantes. Les responsables des chambres consulaires, des ordres professionnels et autres participants ont exposé les préoccupations de leurs domaines respectifs. En retour, les membres du gouvernement ont apporté des réponses à toutes ces questions soulevées. La prochaine rencontre aura lieu en janvier 2025. À présent, le contenu de ce communiqué qui vient de nous parvenir. Le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'octobre 2024 en cours, une séance plénière se tiendra le jeudi 19 décembre 2024 et jour suivant. Le projet d'ordre du jour porte sur les points suivants. Délibération sur les projets et propositions de loi, communication. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Et cérémonie de décoration au Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malik Diaw a remis aux récipiendaires leurs médailles. Certains ont été élevés au grade de chevalier et d'autres ont reçu la médaille de mérite national avec effigie abeille. Ils sont au nombre de 20. Le président de l'organe législatif de la transition a placé cette cérémonie sous le signe du renouveau et de la récompense du mérite. Le reportage de Tamsir Diabati. Le Mali, État-nation, récompense le mérite pour services rendus à la nation des hommes et des femmes de l'organe législatif de la transition qu'est le Conseil national de transition CNT. Et c'est le président de la dite institution, Malik Diaw, grand officier de l'ordre national, qui fait de ses siens des médaillés de la République. Au nom du président de la transition, chef de l'État, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Mali.
Ils sont 15 personnes du Conseil national de transition, désormais chevaliers de l'ordre national, dont Jara Kadijatou Bari, le président du CNT visiblement ému, en posant la médaille sur la poitrine de cette brave dame, celle qui a fait de son handicap un atout. La récipiendaire Kadi Bari reçoit avec honneur et fierté et également rassurée que pour sa patrie, le Mali, chacun compte. Le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta et Maliki Diaw, et qui nous ont montré depuis au préambule de la nouvelle constitution que les personnes vivant avec handicap et toutes les autres personnes handicapées et que nous comptons dans la construction de notre pays, le Mali. J'ai dédié au général Assimi Goïta et à tout le peuple malien. Pour le président du Conseil national de transition, à l'ère du renouveau, le don de soi, socle de la bonne citoyenneté, doit être récompensé. Cette distinction est un acte de reconnaissance des plus hautes autorités de notre pays et une récompense du service rendu à la nation de par vos actions de tous les jours. C'est l'occasion de saluer le chef de l'État pour la considération et l'estime qu'il a pour le Conseil national de transition. La médaille que vous venez de recevoir constitue à la fois la reconnaissance par la République de votre mérite et le témoignage de la satisfaction de vos chefs hiérarchiques. La nation tout entière vous est reconnaissante pour tous les bons et loyaux services que vous lui avez rendus au prix d'énormes efforts, souvent au prix de grands sacrifices ou de douloureuses renonciations. Cette décoration symbolise la reconnaissance de votre dévouement à notre cher pays, le Maliba, votre persévérance dans le travail et les valeurs que vous incarnez. Au Conseil national de transition, ils sont également une vingtaine à recevoir la médaille du mérite national avec effigie abeille. Ainsi, les récipiendaires par la voix de leur porte-parole ont saisi l'occasion pour saluer le leadership et le sens d'écoute du président du Conseil national de transition, et tout en mesurant le poids de cette reconnaissance de leur patrie, le Mali. Cette distinction constitue la consécration de 4 années de travail parlementaire sans relâche, animée par une volonté inébranlable de prouver que même pendant une période d'exception qu'est la transition, l'organe législatif peut jouer tout le rôle qui est le sien dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Mes remerciements vont à l'endroit du président du Conseil national de transition, honorable Malick Diaw, qui a su joindre l'utile à l'agréable et même par moments le nécessaire aux besoins. Avec une maîtrise sans faille de l'organe législatif, le soldat a prouvé à tous qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Au ministère de la Défense et des anciens combattants, l'émotion était très grande ce matin chez la cinquantaine d'agents décorés par le général de corps d'armée Sadio Kamara au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Retour sur la cérémonie avec Ali Djoumatina. Des honneurs militaires pour le commandement, notamment pour le ministre de la Défense et des anciens combattants, qui préside cette cérémonie de remise des distinctions honorifiques au titre de l'année 2024 à certains membres de son cabinet et des différentes structures du département de la Défense et des anciens combattants pour services rendus à la nation. Sous la direction de la grande chancellerie des ordres nationaux, ils sont 20 officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité à avoir la médaille des chevaliers de l'ordre national du Mali. Au nom du président de la transition, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous nous faisons chevaliers de l'ordre national du Mali. La reconnaissance du mérite, cette valeur universelle qui rend un homme digne d'estime, d'éloge, de considération pour sa parfaite conduite, pour les actions qu'il a posées, a aussi concerné 29 officiers.
plus 2 civils, dont le journaliste de l'URTM, Abdoulaye Sako, présentateur de l'émission Défense citoyenne de la DIRPA, qui coordonne le colonel-major Mariam Sagara. Ils bénéficient tous ici de la médaille du mérite national avec effigie abeille. Les heureux récipiendaires où la nation leur a témoigné sa reconnaissance magnifient leur satisfaction à plusieurs niveaux. Au nom des récipiendaires, nous avons 3 remerciements. Le premier remerciement, c'est à l'endroit de la hiérarchie pour la confiance placée en nous. Le deuxième remerciement, c'est à nos familles pour l'éducation reçue. La famille étant le soubassement de l'existence de tout être humain. Et le troisième remerciement, c'est à nos collaborateurs de service. Grand merci pour votre soutien. Ces moments solennels de décoration marquent à jamais le parcours professionnel des serviteurs dévoués pour le pays. Cette cérémonie n'est donc pas une simple formalité d'usage, mais un moment empreint d'une grande solennité, en raison de son importance et de sa particularité, puisqu'il s'agit pour le pays de témoigner sa reconnaissance à des collaborateurs valeureux, dévoués et méritants. Elle traduit aussi pour le département de la défense et des anciens combattants un symbole majeur de solidarité et d'engagement au service de la nation. Cette cérémonie est aussi une occasion pour moi de témoigner la reconnaissance de la nation à la grande famille que constitue notre département pour sa contribution à la construction du pays, à la protection des citoyens et à l'épanouissement des populations. Je voudrais aussi inviter tous ceux qui s'investissent autant et qui œuvrent inlassablement pour le rayonnement de notre armée nationale et qui, jusque-là, n'ont pas reçu de distinction, à persévérer dans l'effort, car l'avenir est porteur d'espoir et que la nation n'oubliera le sacrifice d'aucun de ses fils. En décernant ces distinctions honorifiques au nom du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux, c'est la nation malienne, voire la République, qui félicite les récipiendaires du jour pour leurs efforts et actions pour le progrès de la nation Mali. Et bravo à tous les récipiendaires, particulièrement au confrère Abdoulaye Sako. La compagnie malienne pour le développement des textiles, CMDTSA, devient désormais une seule entité. L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires a approuvé ce matin la fusion par absorption des filiales sud de Sikasso, nord-est de Koutchala, centre de Fana et ouest de Kita, ainsi que l'Office central de classement du coton par la CMDTSA, ce qui met fin au processus de privatisation du géant du coton malien entamé depuis plusieurs années. L'État malien est l'actionnaire principal avec 99,49% des actions, alors que le Géocoton détient 0,51%. La CMDT pourra avoir un management performant selon son PDG. Les détails avec Siaka Konati. Les 4 filiales de la CMDT, celles du sud Sigassou, du nord-est Koutchala, du centre Fana et de l'ouest Kita, ainsi que l'Office central de classement du coton OCC, disparaissent et fusionnent avec la CMDT-SA pour donner naissance à une seule entité. Cette décision, adoptée le 2 décembre dernier par la 102e session du conseil d'administration, a été entérinée par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires à travers des résolutions. La première résolution approuve la fusion par absorption des 4 filiales et de l'OCC par la CMDT. La seconde donne mandat au PDG d'accomplir et de publier les formalités légales. Finit donc le long processus de privatisation de la CMDT, une société qui pourra désormais avoir une gouvernance plus aisée. Depuis que l'épée de Damoclès a plané sur la CMDT en voulant conduire à la privatisation, les uns et les autres sont restés toujours sur leur faim. Et donc l'impact important, c'est déjà la confiance que ça va faire renaître. Et ça permet une nouvelle réorganisation de la CMDT pour que l'on revienne sur les fondamentaux,
qui ont fait la gloire de la filière cotonnière du Mali. Et ça va nous donner la possibilité d'un management assez structuré, assez performant pour conduire la société, la CMDT SA. Les représentants de l'État de Géocoton, les administrateurs généraux des filiales, les directeurs de l'ECC et les présidents de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton ont apposé leur signature au bas des documents pour finaliser le processus de fusion, le tout sous la supervision d'un bureau de notariat. Vous avez suivi le 2 décembre le conseil d'administration de la CMDT qui a accepté le principe de la fusion. Conformément à la loi, il faut soumettre pour approbation définitive cette décision de fusion à l'Assemblée générale extraordinaire de la CMDT. C'est ce qui a été fait ce matin. Ensuite, il faudrait que chacune des filiales également accepte la décision. Ce n'est pas le lendemain, ce n'est pas la veille. Il faut que ce soit fait le même jour, à la même date. Parce que les états financiers sur lesquels on travaille sont des états financiers qui ont été examinés et proposés par le commissaire à la fusion qui a été nommé comme vous l'avez entendu. L'État malien est le principal actionnaire avec 99,49% des actions, tandis que le groupe Géocoton en détient 0,51%. Les fonds collectés à l'issue du premier bazar diplomatique ont été remis à l'association Karama afin de venir en aide aux élèves de l'école de l'île Djalagoum. L'association a reçu un chèque de 10 millions de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée hier en présence du ministre de l'Éducation nationale. Le reportage de Fademba Keïta. Les 6 classes du premier cycle de l'école de l'île Djalagoum bénéficient ainsi d'un appui financier susceptible de contribuer à l'opérationnalisation de notre savoir endogène à travers les 3 volets d'une pédagogie active instituée. La somme 2 millions de francs CFA appuie Marie Garnier, coordinatrice de l'association Karama, créatrice de cette école en 2017. C'était pour faciliter l'exécution des programmes, encadrer, scolariser et former les enfants bozo qui, jadis, étaient réticents à l'instruction. Aujourd'hui, c'est difficile de voir cette coexistence entre les 2 rives sur une île qui est une propriété privée qui a été mise à disposition d'une communauté qui a besoin d'une école. Et de quelle école? Ce n'est pas une école ordinaire, c'est une école où les enfants peuvent venir découvrir leurs talents et savoir-faire. L'école a 3 grands volets, à savoir l'enseignement du programme national en utilisant la méthode active. Nous avons aussi un volet sur la protection du fleuve Niger et nous avons le 3e volet qui est basé sur la transmission des savoirs locaux, d'où la présence d'un potier, d'un maître bogolan et d'une conteuse pour permettre aux enfants vraiment de joindre l'utile à l'agréable. L'emplacement de l'école et les difficultés liées au paiement des enseignants, qui sont tous des contractuels, sont entre autres les défis à relever. Les difficultés, elles sont financières, matérielles. Pendant l'hivernage, l'école a été inondée, ce qui nous a causé beaucoup de dégâts. Nous avons aussi le problème de payer les travailleurs, parce qu'à savoir tous les enseignants, le personnel, tout le monde, nous sommes tous des contractuels. Il n'y a pas de fonctionnaires parmi nous. En plus du programme académique enseigné, la visite guidée permet aux diplomates accrédités et aux autorités des savoirs endogènes pratiques en cours sur cette île. C'est un exemple fort dont les répercussions, évidemment, c'est le renforcement des relations entre nos pays. J'en suis très honoré, j'y suis très sensible et je me ferai le porte-parole de votre geste. Les pinasses et pirogues restent les seuls moyens pour rallier l'école de l'île Djalagoum. Le président de la transition, dans le cadre de ses œuvres sociales, a remis ce matin des vivres et des tricycles à des personnes en situation de vulnérabilité et de handicap. Un geste de solidarité salué par les bénéficiaires qui ont fait des bénédictions pour le donateur. Le reportage de Abdul Karim Kaba. 100 sacs de riz, autant en 1000, 100 bidons de 20 litres d'huile, des pâtes alimentaires et 10 mototricycles, c'est le don offert aux personnes vivant avec un handicap à Kati.
C'est dans le cadre du 3 décembre, la journée qui leur est dédiée. Le président Assimi Goïta a souhaité que la solidarité, l'aide aux personnes handicapées s'étende sur tous les mois de décembre. Tout ça, c'est traduire la solidarité et l'engagement du président de la transition envers les plus démunis en général et les personnes vivant avec handicap en particulier. Et appeler d'autres Maliens à la solidarité, que d'autres Maliens puissent aider d'autres Maliens, c'est ça le créneau du président de la transition. En célébrant cette journée dédiée aux personnes vivant avec un handicap, le président de la transition poursuit un idéal. Le président l'a dit, il construira le Mali avec tout le monde. Il n'oubliera personne et tout le monde doit jouer sa partition. C'est dans ce cadre-là qu'on est là, il n'oubliera personne, Inch'Allah. Tant qu'il y aura un Malien sous difficulté, il agira, Inch'Allah. Les bénéficiaires, les personnes en situation de handicap, n'ont pas caché leur joie. Ils ont remercié les donateurs. Parce que n'y a pas ni soja bato makaka tasma fier na nunji ma fara adaji ba fara mais en le droito tient la bi en me transition fou ka walima don ka kla ka do kuye hakina nyima min bula jamana ko ina ala ka andeme avec sababu ye ka mo ka barara ta ko ndoya avec sababu ye ku ka école ta ko ndoya transition C'est dans une ambiance festive que s'est déroulée cette remise de vivres et de non-vivres aux personnes nécessiteuses. Notons que la quantité du don est accompagnée par des serpillères achetées à l'UMAV. À Koutchala également, le gouvernement donne espoir aux réfugiés burkinabés vivant dans le cercle de Yorosso et les sinistrés. Et c'est le gouverneur de la région, le général de division Abdoulaye Cissé, qui a remis des tonnes de vivres à ces personnes. Un geste soutenu par l'UNICEF. Le reportage de Brahima Kouni. La remise de 10 tonnes de riz au maire de la commune de Maou, cercle de Yorosso, pour les réfugiés burkinabés se trouvant dans cette circonscription est le premier volet de la cérémonie. C'est une deuxième du genre. La première donation était également de 10 tonnes pour les mêmes cibles. Suite à cette première donation, l'ambassade de Burkina au Mali a adressé une lettre de félicitations au gouverneur de Koutchala dans le cadre de la mise en application des accords de l'AES. Le deuxième volet de cette cérémonie s'inscrit dans une logique d'appui aux sinistrés d'inondation de la région. Ainsi, la direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Koutchala, à travers le partenaire UNICEF, met à la disposition des communes de Loukouana, Djedougou et Konina un important lot d'articles non alimentaires. Le don est composé de nattes, de cartons de savon, de fourneaux, des ustensiles de cuisine et bien d'autres articles pour un montant d'environ 11 400 000 francs CFA. C'est encore dans cet esprit d'appel à nos fondamentaux, notamment à nos valeurs de solidarité et d'entraide, que j'invite toutes les bonnes volontés pour venir en aide aux plus démunis et promouvoir l'entraide et la cohésion. Pour nous, autorités administratives et politiques, nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner les donateurs. Le gouverneur a invité les maires des communes bénéficiaires à faire bon usage des articles pour le grand bonheur des populations sinistrées. Le CAEB, Conseil d'appui à l'éducation de base, et son partenaire de l'Institut international de l'agriculture tropicale appuient les groupements de femmes dans les régions de Ségou, Nioro et Mopti. Ils ont reçu des kits de transformation des produits agricoles. Le commentaire de Bokari Koulibaly. Des kits de transformation agricole sont offerts à une soixantaine de groupements de femmes de Nioro, Mopti et Ségou. Composés de moulins, de thermosondes entre autres, cet appui émane du Conseil d'appui à l'éducation de base CAEB et l'Institut international de l'agriculture tropicale ITA. Un geste qui entre dans le cadre du projet inclusif de développement de l'agrobusiness, de l'agroalimentaire et des marchés ICAM. Le projet a démarré depuis octobre 2023. Et il y a une composante recherche-action et nous mettons en place les parcelles d'expérimentation et des champs de diffusion au niveau des Nara et Nioro du Sahel, au niveau de Ségou, au niveau de la région des Mopti et celle de Banyangara. Et nous avons mis en place une vingtaine de plateformes autour desquelles les producteurs, les agro-dealers, les fournisseurs de services se retrouvent pour s'aider afin de développer les questions de chaîne de valeur de la production jusqu'à la commercialisation dans une situation de résilience climatique.
Le kit qu'ils nous ont donné aujourd'hui, ça nous fera plaisir de travailler avec. Nous aidera beaucoup à travailler dans notre association. En plus de ces équipements, les CAEB avaient également renforcé les capacités des femmes sur certaines techniques maraîchères. Un constat fait par le directeur de l'ITA lors de la visite du périmètre maraîcher de Konobougou. Personnellement, j'ai vu deux choses qui m'ont plu. D'abord, le fait que les techniques que nous avons enseignées ensemble avec CAEB aux producteurs, ils sont en train de les appliquer sur le périmètre. Mais aussi, nous avons accédé à une doléance des partenaires et des bénéficiaires qui était de s'assurer que l'eau était disponible. Financé par le Programme alimentaire mondial, ce projet est à sa phase pilote. Il prend fin ce 31 décembre. La journée internationale des migrants sera célébrée ce 18 décembre. Le thème de l'édition 2024 est migration, genre et changement climatique. Quelle protection pour les personnes en mobilité? Une problématique qui figure dans la lettre de cadrage du gouvernement. Et à cette occasion, je vous invite à suivre les grandes lignes du discours du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine avec Boubacar Bablin-Touri. En mémoire à l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et leurs familles, proclamée par l'Organisation des Nations Unies, le monde célèbre chaque année le 18 décembre la Journée internationale des migrants. Et le Mali figure parmi les pays à avoir ratifié cette convention en juin 2003. Et depuis, la journée est commémorée chaque année par notre pays. Preuve que la protection de nos compatriotes migrants a été toujours au centre des actions du gouvernement à travers le département en charge des Maliens établis à l'extérieur. Dans sa lettre de cadrage, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, nous instruit au point 7 de renforcer la protection des Maliens établis à l'extérieur et créer des conditions favorables à leur pleine implication dans la vie de la nation malienne. Nous nous y attellerons. Placée cette année sous la présidence du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, cette édition est marquée par un contexte de changement climatique. D'où le choix du thème « Migration, genre et changement climatique, quelle protection pour les personnes en mobilité ?» Les changements climatiques constituent l'une des causes profondes des migrations qui frappent durablement les populations. Nos échanges porteront sur les liens migration-genre dans le contexte des changements climatiques, les instruments de protection des migrants et les mécanismes de renforcement de la résilience des populations. Dans le cadre de la protection et l'assistance aux compatriotes établis à l'extérieur, d'importantes activités et réalisations ont été menées par le département et ses partenaires. Il s'agit notamment de l'assistance à plus de 9000 de nos compatriotes en détresse et à l'extérieur à travers des opérations de rapatriement, de l'organisation du Forum régional des CAI sur les enjeux migratoires, de l'opérationnalisation du cadre national pour la réintégration des migrants, du renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires avec notre participation à plusieurs conférences internationales sur les enjeux migratoires, de l'accompagnement des migrants de retour et des candidats potentiels à la migration irrégulière à travers des actions de renforcement des capacités, de soutien à la réintégration par le financement de projets et l'octroi de kits, du lancement du programme national de sensibilisation et de communication contre la migration irrégulière, des visites auprès de communautés maliennes vivant à l'extérieur. Selon une estimation des Nations Unies, on compte environ 281 millions de migrants internationaux dans le monde, soit 3,6% de la population mondiale. Le ministre en charge de la jeunesse va en guerre contre l'insalubrité. Un des objectifs de l'opération Mon quartier propre, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, en compagnie de son collègue de la promotion de la femme, a remis des kits d'assainissement aux 6 communes du district de Bamako. La cérémonie s'est déroulée hier au Palais des Sports en présence de notre reporter Aliou Abdoulaye Touré. L'opération Mon quartier propre tient visiblement à cœur au ministre en charge de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Cette initiative a pour objectif de promouvoir l'assainissement dans les 6 communes du district de Bamako, la commune urbaine de Kati
et celle du Mandi. Il y a eu une grosse compétition ici à Bamako et dans les régions. Et dans le cadre de Bamako, il y a eu à peu près une 50aine de quartiers qui se sont mis en compétition. Et l'idée derrière, c'était de créer ce mouvement citoyen auprès de la jeunesse dans le cadre de l'assainissement. La perspective, c'est de continuer la dynamique. Nous avons instauré une dynamique auprès des jeunes qui ont su qu'aujourd'hui, ils ont un rôle à jouer dans leur communauté en termes d'assainissement, mais également de conditions de vie, de meilleures conditions de vie entre eux. Plus qu'un slogan, l'opération Mon quartier propre traduit la volonté du ministre en charge de la jeunesse de relever le challenge d'une capitale qui reflète l'image d'une ville coquette. La remise des kits alimentaires et de matériel d'assainissement symbolise un engagement collectif en faveur de cadres de vie plus sains d'un environnement durable. Je salue particulièrement le rôle du ministère de la Jeunesse et des Sports dans la promotion de cette exemplaire initiative, qui s'inscrit parfaitement dans nos efforts communs pour relever le défi lié à l'assainissement et à la santé publique. Le ministre Fomba est convaincu qu'un environnement de vie sain dépend nécessairement d'un assainissement adéquat où chaque citoyen doit œuvrer dans sa position en faveur de la préservation de l'environnement. Tenue de la 5e session ordinaire du service de certification et de signature électronique, elle est mise à profit pour faire l'état des lieux de l'exécution des recommandations des précédentes réunions, examiner les nouvelles demandes et définir les orientations pour les années à venir. Le compte rendu avec Awa Adaman Koulibaly et Abdoulaye Diarra. Avec l'explosion du numérique, la signature électronique est devenue un pilier prédominant dans la sécurisation des transactions. Elle facilite, entre autres, les démarches administratives et sécurise les échanges numériques. Au fil des sessions du service de certification et des signatures électroniques, la promotion de cette empreinte digitale fait son petit bonhomme de chemin. Les propositions de la dernière réunion sont en cours d'exécution. Il s'agit toujours de trouver les solutions idoines pour vraiment mettre en place la plateforme de signature électronique et avancer vraiment au niveau de la mise en place de l'infrastructure nationale à clé publique, la PKI, qui permet de délivrer des certificats de signature électronique et enfin pouvoir digitaliser de manière totale l'ensemble des démarches, des procédures administratives, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Certes, les défis à relever ne sont pas des moindres, mais les sollicitations constantes de l'utilisation de la signature électronique font espérer. Nous aurons examiné la demande d'intégration du Conseil national du patronat du Mali au comité de certification des signatures électroniques. Cette demande témoigne de la volonté croissante des acteurs économiques de participer activement au développement et à la sécurisation des échanges électroniques. Leur contribution, si elle est acceptée, renforcera le cadre institutionnel de notre comité. Quant aux demandes constantes d'utilisation des signatures électroniques, elles illustrent parfaitement l'innovation numérique et l'adoption croissante de la signature électronique dans les solutions pratiques qui facilitent la vie de nos populations. Pour l'agenda 2025, l'élaboration des projets de loi pour réglementer l'opérationnalisation de la certification et la signature électronique se hisse en tête de liste des activités prévues. Et ce communiqué de l'AMRTP, au vu de l'engouement et de l'adhésion des populations au processus d'identification des usagers des services de télécommunication, des technologies de l'information et de la communication, ayant entraîné à certains endroits des difficultés pour des abonnés, l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes, AMRTP, après concertation avec les parties prenantes, a décidé de proroger la date de désactivation des cartes SIM non identifiées dans le respect des dispositions légales et réglementaires, dans le souci de permettre à tous les citoyens de s'identifier. La date de désactivation, reportée au 15 avril 2025. Le Bureau de coopération suisse
a organisé un panel sur les cas de violence basés sur le genre dans le centre du pays. Le reportage de Adam Meiga. Plus de 15 900 cas de violence faites aux femmes et filles ont été enregistrés en 2023 au Mali, parmi des milliers autres non dénoncés selon l'UNFPA. C'est pourquoi la thématique des VBG était au cœur de ce panel, l'un des 3 jours organisés par la coopération suisse au Mali. Il a porté surtout sur l'épineuse question de la prise en charge du traumatisme social à l'égard des femmes et filles, et il entre dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les VBG. Les prises en charge sanitaires, psychosociales, il y a aussi des formations avec ces personnes victimes, les sensibilisations, les formations avec les femmes et souvent les hommes. Pendant plus d'une heure, les panélistes ont édifié l'assistance sur la complexité de la prise en charge des victimes. Une complexité qui commence par leur identification, mais de plus en plus avec les multiples campagnes de sensibilisation. La situation s'améliore et des actions sont menées. On a quand même mis en place des centres communautaires pour la prise en charge de ces VBG et aussi des espaces amis d'enfants pour ces victimes de VBG. Et on a pu quand même créer un service dédié à la protection, chargé même de ces volets-là. Le bureau de la coopération suisse au Mali et ses partenaires ont abordé d'autres thématiques au cours de ces 3 jours de panel, notamment les enjeux de la migration et de la protection. À Sikasso, les producteurs et les chercheurs s'informent sur le potentiel et la performance des actions conservées au sein de l'unité des ressources génétiques. C'est à travers une journée porte ouverte organisée par le projet Génébanque Initiative. Le reportage de Moussokoro Serimi. Sur le site d'expérimentation de la sous-station de recherche agronomique de Longoroula, ils sont une 50aine d'acteurs de la chaîne de valeur riz présents à cette journée porte ouverte à la découverte des parcelles où variétés anciennes et adaptations modernes sont régénérées pour préserver et enrichir la biodiversité agricole. Ces variétés sont indispensables pour notre résilience face aux défis climatiques et on a l'opportunité de choisir des semences appropriées pour notre terroir et nos cultures. Nous voulons bien les tester. Cette journée porte ouverte s'inscrit ainsi dans le cadre de la réalisation des activités du projet Génébanque Initiative. Créé en 2023, le programme vise à assurer la régénération et la caractérisation des accessions conservées à la Banque nationale de gènes et de semences au Mali. En faisant cette activité, nous donnons une autre vie à la semence, puisque la qualité des semences, ça joue un rôle très important dans la production. C'est que la recherche cherche. Le contact entre les chercheurs et les résultats de recherche, ça c'est le plus grand moyen et le plus direct moyen donc de diffuser les résultats de recherche. C'est des journées qu'on apprécie beaucoup et qu'on veut donc accentuer davantage dans le cadre donc de la division des résultats de recherche. Il convient de noter qu'à ce jour, plus de 9000 accessions sont conservées à l'unité de ressources génétiques, toutes spéculations confondues, parmi lesquelles plus de 150 variétés de riz en expérimentation à la station de recherche agronomique de Longoroula. Les ressortissants de Djamou s'apprêtent à organiser la 3e édition du festival culturel Kasso, un rendez-vous culturel qui vise la valorisation de la culture de la contrée. Ils étaient face à la presse pour parler des innovations. Le reportage de Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara. La 3e édition du festival culturel du Kasso, Cercle de Djamou, région de Kaï, c'est du 26 au 28 décembre 2024. Promotion de la langue kassonké et développement, c'est le thème de cette année. La langue kassonké est très menacée aujourd'hui, parce que 40% seulement parlent kassonké dans la commune. Or, nous sommes dans une contrée en majorité kassonké. Donc, une langue menacée, nous sommes obligés de réagir pour la promotion de cette langue et cette culture et le développement de Djamou. Plusieurs activités sont prévues, entre autres le lancement de la construction de la grande mosquée de Djamou et la réhabilitation du jardin d'enfants. Il y aura beaucoup d'activités. Il y aura des concours de danse, des conférences débats, des dons pour le développement de la commune.
Donc c'est à partir de là que nous voulons vraiment demander aux partenaires, à tous les membres de l'association, à la commune de Djamou, de se mobiliser pour la réussite de cet événement. Cet événement vise la promotion de la culture Kasonké, mais surtout de relancer les activités en panne comme l'éducation, les soins de santé, les routes d'accès, enfin les activités agro-silvopastorales. De la littérature dans ce journal, un fils qui rend hommage à son père à travers sa plume. Il s'agit d'un essai biographique écrit par le docteur Gaussou Diawara, octogénaire de son état. Son père était un ancien tirailleur sénégalais installé au Burkina Faso. Je vous invite à découvrir le contenu de l'ouvrage dans ce reportage signé Fademba Keïta. Baba Diawara Soté, un homme hors du commun, est un essai biographique de 187 pages, publié à l'édition Espace culturel La Qualité de Ouagadougou, Burkina Faso. Pour cette maison d'édition, son auteur, Dr Gaussou Diawara, les lignes récapitulent l'itinéraire de vie de son père Baba Diawara Soté à partir de 2 axes: le contexte structurel et socio-culturel de l'œuvre et l'analyse de l'héritage que cet ancien tirailleur sénégalais et opérateur économique a laissé. Ce livre, tel une mémoire vivante, est intéressant et utile à plus d'un titre. Il contribue à éclairer notre histoire par la réalité de vie et de faits qui viennent enrichir notre conscience historique. Qu'est-ce qui a poussé l'auteur, Dr Diawara, à écrire sur la vie de son père? Quels sont ses enjeux et quelles sont les résonances personnelles même déjà que l'on peut retrouver dans ce essai? D'une part, pendant la Première Guerre mondiale de 1914-1918 comme tirailleur sénégalais, et d'autre part, sa vie en Haute-Volta, plus particulièrement à Ouagadougou, comme conducteur du premier gouverneur qui allait créer la Haute-Volta. Intègre et courageux selon l'auteur et les intervenants qui l'ont connu ou eu écho de lui, Soté de son vivant, a fertilisé beaucoup d'idées innovantes, entrepris assez d'activités de développement à Kognon, sa contrée. Ayant eu le privilège de vivre en contact longtemps et régulièrement aux côtés de mon père, j'ai pu bénéficier de ses conseils ainsi que des récits de sa vie glorieuse. Une telle histoire inédite ne peut pas être réservée à une seule famille, à votre famille Diawara, mais bien au-delà. Il doit être à la disposition des centres universitaires pour servir de modèle. Le fils, auteur de l'essai, qualifie son défunt père de héros. Un homme qui est né orphelin, qui n'avait pas de soutien. Avec le parcours qu'on a vu, je crois que vraiment on peut remercier Dieu. Avec son retour dans les 2 pays, comment dire, il a su tisser un lien parfait entre les 2 pays. La vie de l'orphelin qui a combattu aux côtés des Français lors de la Première Guerre mondiale, ses activités de bienfaisance et réalisations menées au pays soninké en tant qu'opérateur économique, les idées d'enracinement et de solidarité véhiculées depuis belle lurette entre les 3 pays des États de l'Alliance du Sahel sont autant des sources d'inspiration pour l'actuelle génération. Et nous ouvrons la page AES par ce communiqué déposé à la rédaction. Le parti Demain c'est aujourd'hui tient à féliciter les leaders de l'AES pour leur décision souveraine et historique relative au retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel AES, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, qui s'est érigé en syndicat des chefs d'État aux ordres de certains pays étrangers, en violation et déviation de son objectif initial, l'intégration économique et monétaire au profit de ces peuples. Ce choix empreint de responsabilité et de clairvoyance marque une nouvelle étape dans la quête d'une
autonomie politique, économique et sécuritaire pour nos peuples. Il témoigne également de la ferme détermination de ces chefs d'État au service exclusif de la préservation de l'intérêt supérieur de leurs peuples respectifs, à œuvrer non seulement pour l'émancipation de leur pays, mais aussi la dignité de l'Afrique de l'Ouest en proie aux multiples défis contemporains et géostratégiques. Le Premier ministre burkinabé Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a effectué ce lundi une série de visites au niveau de certaines institutions et organisations religieuses. Le chef du gouvernement a plaidé pour un engagement plus affirmé des différentes confessions religieuses du Burkina dans l'accompagnement des combattants pour la reconquête totale du territoire, la consolidation de la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale. Le point de la visite avec Moussaki. C'est une visite effectuée par le chef du gouvernement, Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, au nom de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. D'abord au siège de la FEME, Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina. Le Premier ministre prend la parole et rend hommage aux autorités fidèles de toutes les églises et missions évangéliques du Burkina Faso pour leurs prières en faveur de la paix, du vivre ensemble et les actions de solidarité. Pour le président de la FEME, les autorités burkinabées avec à leur tête le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, se battent jour et nuit pour la sécurisation du territoire, mais également pour le développement socio-économique avec des actions et initiatives de grande ampleur. Et le pasteur Henri Yé de qualifier ce gouvernement d'un gouvernement courageux. À la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB, le Premier ministre salue les actions de solidarité et de fraternité posées par les guides fidèles musulmans envers leurs prochains. Leurs prières et bénédictions sont importantes pour la reconquête du territoire national. Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo prêche alors le sursaut patriotique, l'engagement de tous les Burkinabés pour le retour de la paix et de la cohésion sociale. Tout en appréciant cette démarche du chef du gouvernement, les responsables de la FAIB, avec à leur tête le cheikh Sidi Mohamed Maïga II, s'engagent à davantage accompagner le gouvernement pour le succès dans la conduite des actions gouvernementales. Une sortie du chef du gouvernement qui montre toute la volonté des plus hautes autorités à maintenir le dialogue, les échanges pour le bonheur du peuple burkinabé. Monseigneur Prosper Kontebo, au nom de l'Église catholique, explique au Premier ministre la disponibilité de sa communauté pour relever les défis auxquels fait face le Burkina Faso. Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a également expliqué aux responsables de l'Église catholique les réformes en cours et surtout les initiatives enclenchées dans plusieurs départements. C'est un chef de gouvernement tout rassuré du soutien des différentes communautés religieuses pour un Burkina de paix, de solidarité et de vivre ensemble qui termine ici sa visite. L'actualité dans les autres pays de l'AES nous amène au Niger avec ce message du président, le général Abdrahmane Tchani, à la nation. Le chef de l'État nigérien est revenu sur les motivations de la création de l'AES. Nous écoutons un extrait de son discours. Au plan international, nous avons créé une alliance avec des pays avec lesquels nous avons la même histoire, la même trajectoire, les mêmes défis, les mêmes peuples et les mêmes aspirations. L'alliance des États du Sahel qui nous unit au Burkina Faso et au Mali, deux pays frères qui sont résolument à nos côtés. Cette alliance qui a évolué en confédération AES depuis le sommet historique de Niamey le 6 juillet 2024 et qui a vocation dans un proche futur à se transformer en fédération, Inch'Allah, va nous permettre de sécuriser notre espace commun et nous encourager véritablement sur la voie du développement. Ensuite, nous avons décidé de diversifier nos partenaires et d'inscrire désormais nos relations diplomatiques dans le principe de respect mutuel, d'égalité, de souveraineté, d'un partenariat sincère, équilibré
et gagnant-gagnant qui prend en compte les intérêts de notre pays. C'est certainement le lieu de remercier, au nom du peuple nigérien, des pays amis et frères qui ont fait preuve de compréhension et d'amitié sincère avec le Niger en ce moment difficile que nous vivons. Sans les citer, ils se reconnaîtront tous et savent qu'ils peuvent aussi compter sur le Niger. Notre pays a décidé, avec nos deux autres pays frères, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la CEDEAO. Il s'agit d'une décision irréversible car longuement et mûrement réfléchie. Elle s'inscrit dans la démarche de reconquête de notre souveraineté pleine et entière, condition indispensable à notre sécurité et à notre développement dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Le Niger et notre confédération continueront à entretenir de bonnes relations de voisinage et de coopération avec tous les pays de notre région ouest africaine, comme c'est le cas d'ailleurs avec les 42 autres pays africains membres de l'Union africaine et les quelques 180 pays membres de l'Organisation des Nations Unies, épris de paix et de justice. Et c'est ce qui met fin à la page AES. Nous parlons de justice avec un sujet très intéressant. Il s'agit de la procédure pénale. Selon la loi, la procédure pénale sont toutes les procédures qui sont mises en œuvre lorsqu'un fait est commis. Elles constituent les règles ou étapes qui doivent être respectées. Selon la gravité des faits, l'officier de police judiciaire décide des mesures de garde à vue. Le fonctionnement de la procédure pénale, c'est une réalisation de Garibou Pérou. Formalisée dans le code de procédure pénale, la procédure pénale se déclenche une fois que les autorités judiciaires sont saisies ou informées de la commission des faits. Sur la base donc des faits signalés, la justice met en mouvement la machine pour rechercher, poursuivre et juger l'individu mis en cause. Ce qui me vient à l'esprit, c'est quelqu'un qui profite du fait que les gens sont dans la mosquée en train de prier, et qui vient, qui ramasse toutes les chaussures, qui met ça dans un sac et qui essaie de prendre la fuite. Il y a un fidèle qui vient en retard, qui surprend la personne et qui crie au voleur. Des deux choses l'une. Soit la personne est attrapée, si elle a la chance de ne pas se faire lyncher, c'est sûr qu'on fera tout le nécessaire pour l'amener au poste de police le plus proche. À défaut, si la personne parvient à prendre la fuite aussi, il va falloir, sur la base soit d'une plainte ou d'une dénonciation, mettre en œuvre tous les moyens pour rechercher, l'intéresser et le conduire devant l'autorité compétente. Je prends un exemple comme ça au hasard, mais on peut aller par rapport à des faits beaucoup plus graves, tels que les meurtres, les assassinats. Pour les besoins d'enquête, l'officier de police judiciaire décide selon les cas les mesures de garde à vue. L'individu qui est conduit au poste de police parce qu'il a été surpris en train de voler des chaussures à la devanture d'une mosquée, et si, après l'avoir entendu, l'OPJ estime qu'il faut la garder pour faire davantage la lumière sur les faits commis, en ce moment-là, il va décider de ce qu'on appelle une mesure de garde à vue. Donc, empêcher la personne de rentrer à la maison pendant un délai que la loi a fixé à 48 heures. Dans certaines circonstances, on peut le proroger jusqu'à 72 heures, donc soit 3 jours de garde à vue. Mais quand on prend, par exemple, les cas d'infraction de terrorisme, c'est des délais de 15 jours, renouvelables 2 fois. Donc, au total, c'est 45 jours de garde à vue. Il y a des obligations qui incombent à l'officier de police judiciaire lorsqu'il décide, par exemple, de maintenir le suspect à la disposition des enquêtes. On ne peut pas obliger quelqu'un à avouer des faits simplement parce que la personne est en garde à vue pour l'intimider. Si elle décide de garder silence, c'est son parfait un droit que la loi lui reconnaît. Donc,
soit s'expliquer, soit garder le silence, et lui expliquer également que la personne gardée à vue peut se faire consulter par un médecin pour s'assurer qu'elle n'a subi aucun sévice. Et également le droit pour informer la personne gardée à vue de son droit d'avoir un conseil, un avocat pour sa défense. Je précise au passage, donc le nouveau code a quand même pris le soin de préciser de façon très claire que quand une personne est gardée à vue, tout ce qui concerne son alimentation incombe à l'État à travers ce qu'on appelle les frais de justice criminelle. L'autre aspect, c'est de préciser également que lorsqu'une personne gardée à vue doit faire l'objet de fouilles, il faut absolument et nécessairement que ce soit personne du même sexe. Et de la même manière, des personnes qui sont de sexe différent ne peuvent pas être gardées dans les mêmes locaux et dans la même pièce. Et de même, et dans le même ordre d'idée, un mineur ne peut pas être gardé à vue dans le même local qu'un majeur. L'enquête préliminaire ou de flagrance, la poursuite, l'information et le jugement sont les étapes importantes dans une procédure judiciaire. L'individu qu'on surprend en train de voler des chaussures devant la mosquée, on le conduit au poste de police. Les étapes, c'est déjà là la première étape. L'OPJ va certainement l'interroger, faire un procès verbal et sous la base du procès verbal, informer le procureur et déférer l'intéressé devant le procureur de la République. Et après l'enquête préliminaire, au niveau du juge d'instruction, on essaie de voir s'il y a des charges suffisantes ou pas contre la personne qui est poursuivie. Voilà. Et puis donc c'est après tout ça que la personne est déférée devant un tribunal compétent. Le vol que j'ai pris comme exemple, généralement c'est un délit. Mais le même cas commis dans certaines circonstances devient un crime. Une fois jugé coupable, la juridiction compétente décide de l'échelle des peines applicables. L'échelle des peines a été revue à la hausse. Parce que dans le texte, le code pénal de 2001 qui a été abrogé, les délits étaient punis de peine maximum jusqu'à 5 ans. Et au-delà de 5 ans, c'était des crimes. Mais maintenant, avec le nouveau code pénal, les délits sont punis de peine allant jusqu'à 10 années d'emprisonnement. Et les crimes vont à partir de 10 ans jusqu'à la peine de mort. Notre système judiciaire a prévu ces étapes afin que le présumé puisse se défendre de façon adéquate. Les procédures pénales sont donc les voies et moyens à suivre pour aboutir à la réparation des préjudices et aux sanctions pour restaurer l'ordre public. Infraction, délit ou crime, une procédure pénale doit être équitable, impartiale et contradictoire. La famille judiciaire est en deuil avec la perte du docteur Amadou Di Abdrimou Diko en fonction à la Cour suprême. Ce magistrat de grade exceptionnel, âgé de 56 ans, a été accompagné ce matin en sa dernière demeure. Nous reviendrons sur ses obsèques dans nos éditions futures. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Grand merci. Bonsoir.